Chapitre 8. Comment on vêtit Gargantua. Alors qu'il était dans cet âge, son père ordonna qu'on lui fît des vêtements à ses couleurs, qui étaient le blanc et le bleu. On s'y employa effectivement, et les vêtements furent fabriqués, taillés et cousus selon la mode qui était courante à ce moment-là. Dans les anciens registres qui sont à la chambre des comptes de Montsoreau, je trouve qu'il fut vêtu de la façon suivante. Pour sa chemise, on leva 900 aunes de toile de châtellerault et 200 pour les goussets, des sortes de coussins que l'on mit sous les aisselles. Elles n'étaient pas froncées, car on n'a inventé de froncer les chemises que depuis que les lingères, ayant rompu la pointe de leur aiguille, ont commencé à travailler du chat. Pour son pourpoint, on leva 816 aunes de satin blanc, et, pour les aiguillettes, 1509 peaux de chien et demi. C'est alors que les gens commencèrent à attacher les chausses au pourpoint plutôt que le pourpoint aux chausses, car c'est une chose contre nature, ainsi que l'a amplement expliqué Occam, commentant les exponibles de maître Aultechaussade. Pour ces chausses, on leva 1105 aunes et un tiers de lainage blanc. Elles furent dentelées en forme de colonne, striées et crénelées par derrière pour ne pas échauffer les reins, et, à travers les crevés, un damas bleu bouffait juste comme il convient. Et notez qu'il avait de très belles jambes, bien proportionnées au reste de sa stature. Pour la braguette, on leva 16 aunes et un quart de ce même tissu. En forme d'arc-boutant, elle s'attachait avec bonheur à 2 belles boucles d'or que tenaient 2 crochets d'émail. Dans chacun de ceux-ci était enchâssée une grosse émeraude de la grosseur d'une orange. Car, comme le disent Orphée dans son traité des pierres et Pline au dernier livre de l'histoire naturelle, cette pierre a la vertu d'ériger et de sustenter le membre viril. L'ouverture de la braguette était de la longueur d'une canne, dentelée comme les chausses, avec le damas bleu bouffant comme il est dit plus haut. Et, en voyant sa belle broderie de cannetilles, ses jolis entrelacs d'orfèvrerie, garnis de fins diamants, de fins rubis, de fines turquoises, de fines émeraudes et d'unions du golfe Persique, vous l'auriez comparé à une belle corne d'abondance, comme on en voit sur les monuments antiques, comme celle que Rhéa donna aux 2 nymphes Adrastée et Ida, nourrices de Jupiter. Toujours galantes, succulentes, juteuses, toujours verdoyantes, toujours florissantes, toujours fructifiantes, pleines de liqueurs, pleines de fleurs, pleines de fruits, pleines de toutes sortes de délices. Dieu merci, il faisait bon la voir. Mais je vous en décrirai bien davantage dans le livre que j'ai écrit sur la dignité des braguettes. J'attire votre attention sur le fait que, si elle était bien longue et ample, elle était également bien garnie à l'intérieur, et bien pourvue. Elle ne ressemblait en rien aux trompeuses braguettes d'un tas de galants qui ne sont pleines que devant, au grand détriment du sexe féminin. Pour ses souliers, on leva 406 aunes de velours bleu vif, et ils furent joliment effrangés en dentelures parallèles, réunis en cylindres réguliers. Pour leurs semelles, on employa 1100 peaux de vaches brunes, taillées en queue de morue. Pour son manteau, on leva 1800 aunes de velours bleu, à la teinture vive, brodées sur les bords de beaux festons et, au milieu, de peaux en cannetilles d'argent, entrelacées d'anneaux d'or, avec beaucoup de perles. Cela signifiait qu'il serait un bon videur de pinte en son temps. Sa ceinture fut faite avec 300 aunes et demie de serge de soie, mi-blanche mi-bleue, à moins que je ne fasse une erreur grossière. Son épée ne fut pas de Valence, ni son poignard de Saragosse, car son père haïssait tous ces hidalgos, ivrognes et aussi hérétiques que de vrais diables. Mais il eut la belle épée de bois et le poignard de cuir bouilli, peint et doré, comme chacun souhaiterait en avoir. On fit sa bourse avec la couille d'un éléphant que lui donna R. Pracontal, proconsul de Libye. Pour sa robe, on leva 9600 aunes, moins 2 tiers, de velours bleu, comme ci-dessus, tout brodé d'or en diagonale.
La voir sous un angle déterminé faisait ressortir une nuance ineffable, comme celle que vous voyez au cou des tourterelles, et qui réjouissait merveilleusement les yeux de ceux qui la regardaient. Pour son bonnet, on leva 302 aunes et un quart de velours blanc. Il fut de forme large et ronde, à proportion du volume de la tête, car son père disait que ces bonnets de métèque, faits comme une croûte de pâté, porteraient un jour malheur au tondu qui s'en affublait. Pour plumet, il portait une belle et grande plume, prise à un pélican de la sauvage Hircanie, retombant bien élégamment sur l'oreille droite. Pour médaillon, il avait, sur une plaque d'or pesant 68 marcs, une figurine d'un émail approprié, représentant un corps humain avec 2 têtes, tournées l'une vers l'autre, 4 bras, 4 pieds et 2 culs. Platon, dans le Banquet, dit que telle était la nature humaine à son commencement mythique. Et, surtout, il y avait écrit en caractères grecs « La charité ne cherche pas son propre avantage ». Pour porter au cou, il eut une chaîne d'or, pesant 25 063 marcs, représentant de grosses baies entre lesquelles étaient montés de gros jaspes verts, gravés et taillés en forme de dragon, tout environnés de rayons et d'étincelles, comme en portait jadis le roi Nékepsos. Elle descendait jusqu'à la pointe du sternum, ce qui lui fut bénéfique toute sa vie, comme le savent les médecins grecs. Pour ses gants, on mit en œuvre 16 peaux de lutin et 3 de loup-garou pour leur broderie. C'est sur ordonnance des kabbalistes de Saint-Louan qu'on les lui fit en ces matières. Pour anneau, son père voulait qu'il en portât pour remettre en vigueur la marque antique de la noblesse. Il eut, à l'index de la main gauche, une escarboucle grosse comme un œuf d'autruche, bien joliment châssée dans de l'or pur. À l'annulaire de la même main, il eut un anneau fait de 4 métaux, unis dans le plus merveilleux alliage qui ait jamais été vu, sans que l'acier froisse l'or, sans que l'argent altère le cuivre. Tout fut réalisé par le capitaine Chapuis et par Alcofribas, son bon représentant. À l'annulaire de la main droite, il eut un anneau fait en spirale, dans lequel était enchâssé un ruban balai d'une eau parfaite, un diamant taillé en pointe et une émeraude du Fison, d'une valeur inappréciable, car Hans Carvel, grand lapidaire du roi de Mélinde, estimait d'une valeur de 69 894 018 moutons à la grande laine. Les fugueurs d'Augsbourg les estimèrent au même prix.